Bonjour, nous sommes aux 56e rencontres de la photo d'Arles qui ont lieu jusqu'au 7 octobre. Dans la rue, les gens sont attablés en train de manger sous des parasols. On entend le murmure depuis l'endroit où on est. Le vent souffle très fort aujourd'hui, mais il fait pas trop chaud, ce qui est très agréable pour Arles. Et aujourd'hui, je reçois Oriane Siantard-Olive. La particularité d'Oriane, c'est qu'elle n'expose pas cette année à Arles, mais ça fait très longtemps que je voulais l'interviewer et j'ai trouvé que c'était une super occasion de le faire. Oriane n'expose pas, mais elle a 3 actualités cette année. La première, c'était une table ronde qui a eu lieu hier et à laquelle j'ai assisté et sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Une table ronde qui était sur la thématique art, enfance, parentalité, un dialogue à construire. Et Oriane y participait en présence de sa fille Mila, qui a une dizaine d'années, et la conversation et la table ronde étaient modérées par Marie Guillemin. La deuxième actualité, c'est la signature de son livre qui est sorti l'année dernière, je crois, aux éditions Dune. Le livre s'appelle Les ruines circulaires. La troisième actualité, c'est un workshop qu'Oriane va organiser ici avec la galerie Triangle et dont la thématique est Libérer la forme. Oriane, j'aimerais bien savoir ce que représente Arles pour toi. Comment tu te sens quand tu es à Arles, ce que tu aimes à Arles ou que tu n'aimes pas? Arles est une partie de mon territoire d'enfance, puisque j'ai déménagé plus de 30 fois dans ma vie, mais j'ai passé, en tout cas c'est l'endroit juste à côté d'Arles, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, où j'ai passé le plus d'années dans mon enfance, peut-être 5 ans je crois. Arles, c'est tout ce rapport au territoire qui m'a construite et qui fait que c'est cette partie de la Camargue jusqu'à l'embouchure du Rhône, voilà, ça représente un attachement, un rapport au temps, à la lumière qui est particulier et qui m'a construite. Donc pour moi, Arles, c'est avant tout ça. Et des rencontres, pour moi, c'est juste un moment, un temps fort de rencontres professionnelles, de très belles expositions, de découvertes d'autres artistes, de lieux de débat, même si je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et être parfois moins consensuel dans la façon dont on aborde la question du débat, justement. J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'audace, peut-être. Voilà. Mais essentiellement un territoire, en tout cas une semaine de rencontres et d'échanges. Tu es photographe depuis une vingtaine d'années. Est-ce que tu peux me faire une petite échelle du temps de ton parcours jusqu'à la photographie? Je suis devenue photographe par hasard en 2003. Je faisais des études de cinéma. Je pratiquais la photographie depuis longtemps, mais c'était pas... j'avais pas de sensibilité esthétique, visuelle du côté de l'image fixe. Ma sensibilité artistique était d'abord du côté du théâtre, puis ensuite s'est déportée sur le cinéma, donc en tout cas sur l'image mouvement. Et on m'a proposé par hasard de faire participer aux rencontres de la photo internationale d'Alep en Syrie pour exposer mes photographies, ce que j'ai fait. Et c'était pendant ce festival que j'ai eu ma première commande pour la presse. Et je suis devenue photographe comme ça, photojournaliste d'abord. Et j'ai travaillé en tant que photojournaliste pendant une dizaine d'années, en étant beaucoup au Proche-Orient et à travailler aussi pour la presse internationale, au Japon, aux États-Unis, en Afrique, pour différentes publications. J'avais une pratique très ouvrière de la photographie. Je faisais le job, on va dire. Je faisais mes missions, j'envoyais mes photos. Et en 2011, donc au début de la guerre en Syrie, je me suis installée à Marseille, où j'ai continué mon activité en tant que journaliste, tout court. Je voulais aussi écrire pour pouvoir continuer ma photographie, mais dans un tout autre rapport à l'image, avec une prise de conscience qui s'était faite au fil de mes années de photojournaliste, avec une envie de sortir des récits imposés dans ce type de métier, d'aborder de nouveaux sujets qui m'apparaissaient ignorés ou sous-traités. Dans une démarche, je m'inscrivais beaucoup finalement dans les travaux de Gilles Saussier, qui décentrait un petit peu la façon d'exercer le photojournalisme. Et c'est toute cette réflexion-là qui m'a amenée donc à poursuivre mon travail photo en beaucoup plus de liberté. Et au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, je me suis détachée totalement de ma fonction de journaliste et photojournaliste
pour déconstruire complètement tous mes réflexes en partant à Sarajevo en Bosnie et en commençant un travail là-bas, photo, déconstruire mon rapport à l'image, à la distance, à ma façon de photographier, à tout. Et depuis, je suis photographe indépendante. Pour toi, briser le cercle de la violence est une quête qui se joue dans notre capacité à regarder autrement. Tu interroges constamment ta place en tant que photographe et l'un des derniers remparts face à la barbarie est la poésie. Ça a particulièrement retenu mon attention. Et ça se ressent dans trois projets dont j'aimerais parler un peu avec toi, qui sont tes sujets sur Sarajevo, Stuck in Here et Ruines circulaires, mais ça se ressent de façon très différente. Est-ce que tu peux évoquer un peu Sarajevo ? Sarajevo, c'était en effet un point de départ, puisque c'est là-bas que j'ai tout déconstruit. Ça a duré 4 ans. Ça s'appelle Sous les étoiles d'Andromède. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes personnes sur place, jeunes ados, adultes, avec tout un rapport aussi au territoire, à l'après-guerre, etc., mais pas que. Voilà, et c'est vrai que de ce travail à Sarajevo, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en parallèle aussi. Il y avait mon expérience au Proche-Orient. Donc le conflit était toujours de toute façon en toile de fond. Mais surtout, à partir de Sarajevo, j'ai commencé à travailler en réaction. À tout mon parcours, à mon ancien métier de journaliste, à mon ancien métier de photojournaliste, en réaction à ce que j'avais pu voir sur le terrain. Et depuis, je ne travaille que comme ça, je réagis à des contextes. Donc Sarajevo, c'était une première étape indispensable, un virage. Et ensuite, Stuck in Here est né quelques années plus tard, au début de l'invasion russe en Ukraine. Et c'était l'aboutissement, la synthèse, le goulot de l'entonnoir où se resserrer toutes mes 20 années d'expérience passée ou mes 15 années d'expérience passée pour finalement passer dans ce goulot et après continuer rejaillir sous une autre forme et dans une autre méthodologie. Et donc Stuck in Here, j'avais décidé de faire un pas de côté puisqu'il y avait tout un aboutissement de réflexion aussi autour de l'image de guerre avec voilà, ce constat les gens sont noyés d'images de guerre, notamment par les nouveaux médias. Soit ça nourrit leur propre traumatisme et ils ne veulent plus les regarder, ce qu'on peut comprendre. Soit malheureusement, ils sont trop habitués et ils ne les regardent plus non plus. Dans les deux cas, ça a la même conséquence. Or, détourner les yeux d'un conflit, c'est se détourner de sa propre histoire, ce qui, à mon sens, est un problème au niveau de l'engagement citoyen ou de l'engagement personnel, ou peu importe, en tout cas de sa place au monde. Donc il y avait cette réflexion-là en toile de fond, mais encore une fois, Sarajevo avait aussi joué sa part là-dedans, puisqu'il y avait aussi tous les retours, les témoignages, les observations que j'avais pu faire, notamment de la question du siège, et comment aussi la vie quotidienne finalement avait été très peu documentée pendant ce long siège de l'histoire de Sarajevo. Donc au moment de l'invasion en Ukraine, j'ai fait un pas de côté, j'ai décidé de ne pas partir sur ce terrain-là, puisque je me considérais illégitime, c'était un terrain, l'Ukraine, que je ne connaissais pas. Et en même temps, j'ai décidé de faire du sourcing et de publier des photographies prises par de jeunes civils coincés en situation de guerre et de publier leur image du quotidien. Et donc, c'était à chaque fois accompagné, c'est encore aujourd'hui accompagné d'un court témoignage de qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils vivent au quotidien. La tension qui s'est créée entre ce témoignage brut et leurs photos qui paraissent au premier abord un peu légères, photos de fête, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils voient par la fenêtre, etc. Donc, ce sont des images qui viennent du cœur de la guerre, mais sans aucune image de guerre. Et la tension qui se crée entre les deux fait qu'on arrive à capter et comprendre encore plus toute l'horreur de la situation. Et ça a permis aux regardeurs de vraiment pouvoir s'identifier et de pouvoir se réintéresser, s'intéresser à ce conflit, encore une fois, sans nourrir ses propres images traumas. On voit plein d'images de guerre depuis des années, encore plus maintenant. Et moi, effectivement, j'essaie de m'identifier, mais je n'arrive pas à m'identifier. Je ne suis pas femme soldat, je n'ai pas été dans un pays en guerre. Et avec ce projet Stuck in Here, c'est exactement ça. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est la vie de quiconque, sauf qu'ils sont en guerre. Il y a cette idée de prendre un petit peu le lecteur ou le regardeur par surprise et d'arriver à capter son attention par autre chose, par une autre sensibilité.
Il y a Thomas Ischorn qui avait fait un travail il y a quelques années en arrière et qui est qui est militant, activiste, engagé sur cette question-là, notamment sur la question de ne pas détourner son regard de la guerre ou de la violence de la guerre. Et c'est un travail que j'aime beaucoup et avec lequel je suis fondamentalement extrêmement d'accord. Quelle que soit l'horreur, en fait, il faut le regarder en face. Mais quand il a sorti son travail, on était encore loin de ce flux d'images continues. Donc ça avait du sens à ce moment-là. Et là, ce qui a changé en cours de route, c'est que les personnes ne peuvent plus absorber autant d'images en direct. Et finalement, ça change tout, puisque regarder la guerre en face, c'est une chose, mais si chacun est traumatisé ou insensibilisé, en fait, le résultat devient nul. C'est-à-dire, on ne regarde plus rien. On ne sait même plus ce qu'on regarde. On regarde le vide. Ouais. On regarde l'horreur comme si c'était un chat qui miaule, un gag, une dernière info. Tout est mis au même niveau. À partir de là, en fait, le but de Thomas Ischorn, c'était vraiment de capter l'attention et d'intéresser au conflit. Et je pense que juste la forme, il fallait qu'elle évolue parce que la société a évolué, notre rapport à l'image a évolué. Et donc, ça s'inscrivait finalement dans son propre travail, mais en prenant en compte l'évolution historique qu'il y a eu en cours de route. Après Stockinir, il y a les ruines circulaires. Le point de départ de ruines circulaires, c'est ton envie de retourner à Damas, où tu avais vécu, et ton impossibilité de retourner à Damas à cause de la guerre. Donc toi, présente au Liban, à la frontière, pas loin, et c'est le résultat de tout ce qui t'est arrivé physiquement, mentalement, enfin toute cette période que tu as vécue sans pouvoir retourner à Damas. Oui, ça a commencé sur un petit retour en arrière, puis ça s'est fait même avant Stuck in Here, c'était en parallèle. En 2019, j'ai une amie qui a été mutée à Beyrouth. C'était une zone sur laquelle j'étais pas allée depuis longtemps, depuis 2011. Daesh commençait à se retirer de la ceinture de Damas. Et donc, je me disais, en passant par le Liban, je pourrais rejoindre Damas à pied, en suivant l'ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Beyrouth à Damas. Et en effet, j'ai jamais pu passer la frontière, pas pour des raisons spécifiques de guerre, mais pour des raisons de territoire et de zones frontalières et de contrôle, etc., qui fait que ça n'a pas été possible. Donc, voilà. Je reste au Liban. Bien sûr, il y a un constat de désastre à l'œuvre. C'est un territoire que je connais très, très bien. Je ne peux pas passer de frontière. Nulle part. Il y a la mer d'un côté, la Syrie de l'autre, la Palestine occupée au sud. Et finalement, je décide de remonter la route du désastre jusqu'à ce que moi, je considère à ce moment-là comme étant son origine étant le mur de Kfar Kila, donc au sud Liban, frontière entre le Liban et la Palestine occupée. Et donc, c'est tout ce voyage jusqu'à Kfar Kila qui se fera en 4 ans. Voyage que j'ai finalisé grâce à une aide à mi-chemin du CNAP, du Centre national des arts plastiques, qui m'ont aidé à accomplir ça, et aussi un mentorat, un soutien des filles de la photo. Donc il y avait plusieurs choses en même temps qui se passaient qui font que ça m'a aidé à aller jusqu'au bout. Pour accomplir tout ça, j'ai eu plusieurs fausses identités. Voilà, donc ça m'a permis de traverser ce territoire. J'étais muette, puisque si je parle arabe, on se rend compte que j'ai bien sûr un fort accent, ce qui pouvait être compliqué, puisqu'il y avait quand même les personnes, les contacts qui m'intéressaient, qui sont du sud Liban. Il y avait toujours le danger que je sois prise pour une espionne, notamment une espionne israélienne, puisque j'avais quand même un boîtier. J'étais pas de la région, etc. Et donc j'étais muette, mais j'étais muette aussi par volonté. Là, pour le coup, c'était un acte engagé de ma part, puisqu'il y a quand même ce constat de dire qu'il n'y a jamais eu vraiment de dialogue non plus avec le monde arabe. Il n'y a jamais qu'un monologue de l'Occident vers le monde arabe. Et je trouvais ça important et symbolique de dire que quand on vient d'un territoire, quel qu'il soit, et qu'on vient en tout cas d'ailleurs, qu'on soit là pour véritablement écouter et pas tout le temps avoir quelque chose à dire physiquement. Voilà, donc tout ça prenait sens, et le soleil était mon fil conducteur, puisque j'étais repartie là-bas, et j'avais été beaucoup nourrie par la poésie, notamment d'Etel Adnan, notamment l'Apocalypse arabe, où elle décrit ces soleils rouges, ces soleils jaunes, ces soleils bleus.
Et les ruines circulaires, c'est un titre emprunté à Borges, qui est cette nouvelle où ce personnage a tout un parcours initiatique de vie, puis se rend compte qu'il n'existe pas vraiment, qu'il est rêvé par un autre, et c'est à tout de se rendre compte qu'il n'existe pas vraiment, qu'il est lui-même rêvé par un autre, et c'est un peu la tragédie de l'existence. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, qui a donné son titre au projet. J'atteindrai le mur au bout de 4 ans de voyage. C'est un travail qui se développe beaucoup aussi dans le registre de l'anticipation. Il y avait tout un fond de recherche qui disait que, en mettant au point de nouvelles méthodologies de terrain, de nouvelles méthodes d'application de terrain, on peut aussi observer des faits de guerre différemment. On peut anticiper ou dire éventuellement ce qu'il se passe ou ce qu'il va se passer. Quand j'ai commencé mon voyage, la guerre au Liban n'intéressait plus personne. Pourtant, le pays était officiellement toujours en guerre. Mais ça n'intéressait plus personne parce que c'était moins sensationnel. Pourtant, il y avait des échanges de tirs quand même tous les jours de part et d'autre de la frontière. Mais voilà, ça passait beaucoup plus inaperçu. Et donc, moi, j'étais partie dans ce sens-là pour mettre en avant ce qui était en train de se passer et pouvoir aussi faire un peu d'anticipation. Et quand je suis rentrée de mon dernier voyage, donc en 2023, 6 mois plus tard, les événements ont commencé très violemment. Et donc, pendant qu'on faisait le livre avec Margot Begon des éditions Dune, on faisait un editing en direct, en temps réel, sans arrêt remanié, puisque tout ce que j'avais pris en photo jusqu'au mur était en train de disparaître en temps réel sous nos yeux. Donc les photographies devenaient des images d'archives. Et les rendus techniques différents aussi, parce que tu as travaillé de plusieurs façons au niveau technique, je crois, parce que ça faisait partie du processus. Je voulais aller au-delà c'était pas un documentaire sur la situation géopolitique libanaise. Je voulais vraiment raconter l'histoire de ces murs de séparation, qui est une histoire endémique à l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qu'on a pu retrouver à Berlin, à frontière Mexique-États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose qui est endémique à l'humanité. Donc je voulais vraiment raconter ça. Je voulais permettre aussi aux personnes de pouvoir rentrer dans ce conflit par de nouvelles portes, par de nouvelles sensibilités. Et donc il y avait plusieurs portes d'entrée pour ça. Mais donc pour y arriver, j'ai commencé en fait à tout renverser. Et j'ai commencé à renverser les mots. Donc Liban est devenu Nabil. C'était un de tes prénoms? Non, c'était juste le nom du territoire que j'ai appelé comme ça, Nabil. D'accord. Je croyais que c'était une de tes 3 parce que tu as dit que tu avais 3 identités. C'était pas ces prénoms-là. C'était pas, d'accord. Okay. Donc Liban est devenu Nabil. J'ai renversé les cartes, les points cardinaux, le sens de la course du soleil. Il y avait cette idée, si le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, où le phénix ira-t-il enterrer son père? Il y avait tout ça qui se jouait derrière. Et finalement, j'ai renversé mes propres pellicules, parce que j'ai photographié sur le verso de mes films. Donc dans mon boîtier, j'ai retourné mes négatifs et j'ai photographié sur le dos des négatifs, ce qui me permettait du coup de continuer aussi mon lien avec le soleil, puisqu'on se retrouve dans ces tonalités très rouge, jaune, orange. Et voilà, on est dans tout cet univers-là. Et pour les photos spécifiquement liées à la guerre, qui était une photo de guerre, j'ai prolongé le geste par une solarisation au tirage, ce qui permet de laisser apparaître les contours secondaires. Je trouvais ça intéressant, notamment pour les contours secondaires de l'histoire, et puis d'aller au bout du travail formel. Oui, parce que je précise évidemment, mais je pense que tout le monde l'a compris, que c'est pas du tout un livre de photos de guerre. C'est un livre au cœur sur la guerre, sur le conflit. Sur la guerre, mais c'est pas le livre qu'on a l'habitude de voir sur les photos de guerre. Pour changer complètement de thématique, j'ai assisté hier à une conférence dans la galerie Triangle sur le quai de la Roquette à Arles. Et la thématique était, d'une table ronde plutôt qu'une conférence, était art, enfance, parentalité, un dialogue à construire. Et dans cette table ronde, il y avait Marie qui modérait, toi, et Mila, ta fille de 10 ans. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir sur ton site internet, qu'on verra nulle part, mais auquel j'ai assisté. À cette relation que tu as avec ta fille, à la relation que ta fille a avec la photo, avec le monde photographique, avec l'art. J'ai rarement entendu un discours comme ça autour de l'art et d'un enfant.
Et j'aimerais bien que tu me parles un peu justement de cette relation que tu as avec ta fille. Je crois que tu as élevé ta fille seule, que tu l'emmènes à Arles partout et qu'elle expliquait elle-même que rien n'est fait pour les enfants, mais alors que c'est génial, qu'elle peut voir plein d'expos, alors beaucoup de mères profitent d'Arles pour être seules, ce qui n'est pas ton cas et ce qui était assez exceptionnel hier. Donc je voudrais bien que tu me fasses un petit résumé de tout ça. En fait, la prise de conscience est venue presque par hasard, puisque l'année dernière, pour des raisons personnelles, au dernier moment, Mila m'a rejoint à Arles le tout premier jour des rencontres. Et puis, c'était un plaisir de la voir. Elle a suivi toute la semaine sans aucun problème sur toutes les expos, les soirées, se coucher tard, etc. C'était vraiment pas un souci. Et c'était encore une fois vraiment un plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autres enfants. Ça interroge quand même. Et puis dans le même temps, en plus, je voyais d'autres photographes faire un déni total de parentalité, notamment les hommes, peut-être même encore plus les hommes, de ne pas dire simplement qu'ils ont des enfants, parce que d'un côté, j'imagine que ça casse un peu l'image aussi du photographe libre, et puis la peur de ne plus travailler, qu'on nous confie moins de missions, puisque enfant égale contrainte, etc. Alors que au moins la moitié des participants aux rencontres ont des enfants. Où sont ces enfants pendant les rencontres? Alors on va me dire, ce sont des rencontres professionnelles, donc pas la place aux enfants, on n'amène pas ses enfants en réunion. Et moi, ça m'interroge beaucoup, puisque rencontre professionnelle, oui, d'accord, mais oui et non aussi. Je veux dire, ça n'empêche pas les gens, dans un cadre professionnel, de faire des fêtes immenses, de faire des nuits blanches, voilà, d'amener leurs animaux de compagnie. Enfin, je veux dire, la vie est tranquille à Arles aussi pour ça. Donc ça interroge d'un point de vue des participants, mais aussi de l'institution, de dire qu'il n'y a quand même pas ce pas aussi qui a déjà été fait pour faire un minimum de prise en charge, soit en matière d'activité, soit en matière de propositions artistiques à leur destination. Voilà, donc en fait, c'est une réflexion, c'est avec mon collectif Solar, c'est Camilla aussi qui a eu cette idée de lancer cette discussion sur la parentalité. Et puis en y travaillant en fait avec Marie, on s'est rendu compte que le champ d'exploration était extrêmement vaste, extrêmement dense. Il y a la question évidemment quand on est artiste et qu'on a des enfants, de la porosité qu'il y a entre eux et nous, du fait que ça les éveille aussi à ces disciplines-là. Donc parfois il y a des enfants aussi qui développent leur propre activité. À partir de quel âge considère-t-on un être humain comme un artiste? Faut-il avoir 18 ans sur sa carte d'identité, comme on disait hier, pour pouvoir avoir l'étiquette d'artiste? Voilà, il y a des choses un petit peu qui sont assez impensées, mais qui sont impensées aussi vis-à-vis, qui sont des questions complexes, même vis-à-vis d'un adulte. Mais comme on a tendance à faire une énorme différence entre enfant et adulte, voilà, il y a tout ce rapport-là qui est interrogé. En l'occurrence, pour ma fille Mila, ça a mis aussi sur la table le fait que il existe au moins une résidence pour enfants à Carcassonne qui est portée par Eric Sinatora. Voilà, mais ça reste quand même extrêmement rare. Donc c'est une question très complexe qui apporte plein de sujets autour de la photographie et de notre rapport aux choses, à la création, à l'artiste et de notre rapport aux enfants, tout court. Je pense que Mila peut faire bouger les choses et que c'est un bon exemple pour essayer d'ouvrir Arles aux enfants, ou en tout cas d'avoir un autre regard. Pour terminer cette conversation, Oriane, est-ce que tu peux me raconter l'importance du collectif dans ta vie? Tu es très impliquée à différents niveaux, photographiques avec Solar, dans des workshops que tu donnes gratuitement, et je trouve ça aussi assez exceptionnel. Alors je suis très attachée à la notion de collectif et non de communauté. Je fais la distinction entre les deux, puisque les notions de communauté ne me correspondent pas trop par nature. Par contre, la notion de collectif est très forte. D'autant plus en photographie, où on a tendance à être extrêmement isolé, et que cette solitude peut être source de souffrance pour certains ou certaines, source de stagnation, de manque de confiance, de beaucoup de choses. Ça, je peux l'observer beaucoup chez des personnes que je rencontre. Et comment on sort les photographes dans leur pratique de cette solitude-là. J'ai toujours aimé travailler en collectif. Il y a quelques années, quand justement Mila était petite, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre un collectif à Marseille
qui s'appelait Soon et qui, à ce moment-là, sûrement d'ailleurs sans le savoir, m'ont véritablement sauvé la vie à énormément de niveaux différents. Ça a été une vraie bouffée d'air pour moi. Aujourd'hui, on a fondé le collectif Solar à Marseille. On est 7 femmes, dont 6 photographes et une curatrice, où on mutualise absolument tout, nos réseaux, les contacts, notre matériel, nos idées. On a une création commune. On essaye d'en faire profiter aussi à l'extérieur avec des organisations de lecture de portfolio. Donc on a créé ce mouvement et c'est incroyable de voir la réaction des gens par rapport à ça, à quel point ça leur fait juste du bien de voir qu'il y a des choses qui se font et qu'on peut bien s'entendre et qu'on peut travailler comme ça. Et on n'avait pas quantifié à quel point la société est dans un tel état que ne serait-ce que d'avoir une initiative comme ça redonne de l'espoir et ça redonne de l'envie aux autres de pouvoir faire la même chose et de pouvoir s'unir et travailler ensemble. Voilà, ça c'est des choses extrêmement importantes. Et puis sur la question, oui, il y a des ateliers que je donne qui s'appellent Réagir au monde, qui sont des ateliers hebdomadaires qui se reçoivent par message et qui sont complètement gratuits. Ça allait dans la même démarche, c'est-à-dire que les photographes en particulier ont beaucoup de mal à partager leur process de travail, leur méthodologie. Il y a beaucoup de précarés sur tout ça, je trouve ça dommage. Et en plus, il y a une question très inégalitaire où je me rends compte que, par exemple, il y a beaucoup d'ateliers d'écriture assez abordables, d'ateliers en tout genre. Mais alors, des ateliers de photographie, c'est soit extrêmement cher pour avoir un workshop. 2 000 €, 3 jours. Voilà, c'est très très cher. Mais il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. Voilà. Et je trouve ça très dommage vu que la photographie est un art extrêmement pratiqué d'un point de vue populaire et je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à autre chose. Donc je propose ces ateliers qui s'adressent à tout type de photographes et dans les participants, il y en a 220 aujourd'hui. Ça va vraiment du photographe amateur à l'artiste très confirmé. Et moi, je donne de la matière à penser, des pistes de réflexion, des pistes de la méthodologie, des références, on travaille par thématique. Pour ceux qui en ont besoin, je mets quelques consignes, mais chacun fait ce qu'il veut, les utiliser, ne pas les utiliser. C'est vraiment des ateliers où chacun peut piocher éventuellement ce qui lui manque ou peut-être que ça lui ouvre de nouveaux champs de recherche. En fait, c'est extrêmement important parce que pour avancer en photographie, il faut vraiment avoir un écho, il faut être nourri de quelque chose, il faut pouvoir avoir aussi des éléments qui permettent de décaler son propre point de vue. Et c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite. Donc c'est un atelier collectif, mais qui respecte intégralement et pleinement la liberté de chacun, chacune. Est-ce que tu peux me donner ton... On en a parlé au début, c'est pour ça que je rigole. Ton coup de cœur et ton coup de gueule du jour, de la semaine, du mois, du moment? Ça, c'est une question qui est difficile pour moi parce que comme je suis tout le temps en mouvement, en fait, je réagis aux choses et puis le lendemain, je suis déjà passée à autre chose. Donc, je suis dans une autre réaction et c'est dans ma nature. Mais du coup, alors, un coup de cœur très frais. Hier soir, la soirée au Théâtre Antique avec Nan Goldin. Coup de cœur, coup au cœur, on l'appelle comme on veut, mais on ne ressort pas de là indemne. Impossible d'ailleurs après la soirée de faire quoi que ce soit d'autre que de rester muette et surtout pas d'aller retrouver des amis pour finir par un verre à Arles, mais rentrer et rester dans ce silence pour avoir le temps de digérer. Coup de cœur parce que déjà le travail de Nan Goldin est extrêmement puissant, quelle que soit sa propre pratique. Moi, je suis pas, par exemple, du tout dans une photographie de l'intime, et pourtant, c'est un travail qui me touche énormément. Donc, c'était très beau de voir cet aboutissement avec cette pianiste qui jouait en direct, mais aussi parce qu'elle était là pour recevoir un prix et qu'elle en a profité pour dire ce qu'elle avait à dire. Et aujourd'hui, on a besoin de ces gens, de ces artistes qui prennent la parole, qui ont le courage de leur parole. Nan Goldin peut aussi se le permettre parce qu'elle a l'âge qu'elle a, la notoriété qu'elle a et une situation économique qui fait qu'elle peut le faire. Malheureusement, pas tout le monde ne peut se le permettre puisqu'on est dans un monde aussi où prendre la parole, c'est prendre des risques très graves, voire même des risques d'intégrité.
physique ou morale. Alors le risque, ça peut être justement de ne plus travailler, d'être blacklisté, etc. Aujourd'hui, on en est là, hein, c'est compliqué de prendre la parole. Mais en tout cas, il faut continuer de le défendre, et Nan Goldin le fait très bien. Et hier soir, elle a proposé au public un grand moment engagé, et elle a fini sa soirée devant tout le monde, hein, d'ailleurs devant tous les partenaires, avec une vidéo sur Gaza. Une vidéo silencieuse avec des images de Gaza et de la destruction de Gaza, qui suivait par la lecture d'un texte manifeste sur le génocide en cours. Il y a eu des remous dans l'assistance. On a pu quantifier à quel point la société est clivée, à quel point il n'y a justement plus aucun dialogue, et en même temps à quel point on peut se voiler la face, ne plus voir la réalité, être encore une fois inondé d'images, de preuves, de faits, et pourtant continuer de le nier, et de le nier publiquement au milieu d'un amphithéâtre plein à craquer. Et ça fait énormément réfléchir sur les conséquences de la propagande, du lavage de cerveau, de la façon dont on s'habitue justement au discours et aux images du réel. Donc j'ai envie de dire, c'était presque un coup de cœur, coup de gueule. Oui, ça c'est aussi. C'est exactement ce que je ressentais. En une soirée, on a vu exactement et précisément où la société se situe aujourd'hui, où elle en est aujourd'hui, et donc ce qui se profile aussi pour demain. Voilà, donc ça, c'était un temps extrêmement fort. Et puis peut-être j'ai un deuxième petit coup de cœur, mais malheureusement, je me souviens plus le nom de l'artiste. Mais une foire d'art à Marseille récemment, à l'hôtel des bords de mer. J'ai vu, il y avait des galeries, et j'ai vu la vidéo d'un artiste où il est sur une digue et les vagues fracassent la digue, et en fait il apparaît, c'est une image fixe, et il apparaît dans l'image et il s'avance vers les vagues, et pendant des dizaines de minutes il essaie de repousser les vagues avec un balai brosse. Et avec son balai comme ça, il repousse sans arrêter les vagues. Et j'ai trouvé cette vidéo d'une beauté folle, d'une poésie folle. Et en fait, dans ce simple geste, il a absolument tout résumé de l'homme face aux éléments et de sa propre position dans le monde. Et je trouvais ça fantastique. Mais on va rester sur cette image de la poésie comme dernier rempart contre la barbarie. Et je te remercie infiniment, Oriane, pour tous ces mots hyper importants. Et je te souhaite un très bon festival d'Arles. Merci beaucoup, Maud. Merci. Au revoir.